Aujourd'hui, on continue à s'intéresser du coup à notre préparation. Aujourd'hui, on va surtout voir la pièce la plus importante, la pièce qui va nous permettre du coup d'atteindre des puissances aussi énormes dans les 1000-1200 chevaux. Évidemment, je veux parler du turbo. Voilà, le principe de cette pièce, ça va être du coup d'amener bien plus d'air que le moteur peut s'amener par lui-même. Je vais vous expliquer ça. Donc chaque semaine, on voit un petit peu les pièces internes du moteur, on voit un peu du coup ce qu'il y a autour pour pouvoir atteindre l'objectif final entre 1000 1200 chevaux si on peut, à faire des bons réglages pour ça, et il va surtout falloir utiliser des pièces très spécifiques. Bonjour à tous et bienvenue sur Matt-Forge Motor. Alors, on va voir un petit peu comment fonctionne le moteur en soi. Ce qui se passe au moment de l'admission, votre piston descend. Votre piston crée une dépression. On peut créer une dépression avec l'air, avec les liquides. On ne peut pas vraiment créer de dépression ni de pression parce que les liquides, la plupart du temps, sont très peu compressibles, voire pas du tout. Bon, pas du tout, c'est quasiment impossible. Mais voilà. Donc ici, on peut se permettre du coup de jouer sur ces fonctions-là. Alors, votre moteur, quand il tourne, comme je vous dis, votre piston descend. Il crée une dépression. La dépression vient amener les gaz, l'arrivée d'air. Voilà, l'arrivée d'air arrive. C'est pour ça que aussi, on laisse la soupape ouverte un petit peu après, au moment où le piston remonte. C'est parce que l'air met du temps à rentrer. Cet air, le problème, elle rentre, mais quand la soupape se referme, le cylindre n'a pas le temps d'être rempli à 100%. La plupart du temps, les pistons vont être remplis dans les 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez un 2 litres, mais quand votre 2 litres il tourne, ça devient 1,6 litre. Voilà. Parce qu'en fait, votre air ne rentrera pas à 100%. Elle rentrera qu'à 80%. On a 20% de perte par pression-dépression d'air. Voilà, vu que l'air est compressible. Voilà, donc comme je vous dis, un 1,6 litre, c'est un 1,6 litre 100% rempli. On dit que la plupart du temps, les 2 litres, un 2 litres, on va dire qu'on tape dans les entre 130 et 160 chevaux, un 2 litres atmosphérique. En général, c'est ça. Un 3 litres, on va être dans les 200, 210, 220, 230. Un 4 litres, on va être dans les 300. Un 5 litres, etc. On ne sera pas du coup à la cylindrée, ça correspondra pas à la cylindrée. Évidemment, je parle pour des moteurs d'origine, des moteurs non modifiés sortis de série. Voilà. Alors du coup, ici, comme on peut le voir, on a une perte de 80%. Enfin, on a une perte de 20%. 20% d'admission d'air. Et encore, c'est une perte qui est à un certain moment du moteur. Évidemment, quand votre moteur commence à balancer des 11 000, 12 000 tours, les 80%, vous les oubliez. Hein. Là, vous allez passer peut-être à 65%. Et encore, vous aurez de la chance. Voilà. En fait, on le voit sur la courbe de puissance. Votre courbe de puissance arrive à un seuil. Votre puissance est au max. Pas quand vos tours minutes sont au max. Mais quand au final, votre ratio air, du coup combustion, est la meilleure. Et après, ça redescend. Même si vous avez plus d'explosions par tour, vu que vous avez de moins en moins d'air qui arrive, vous avez une limite. C'est pour ça qu'en fait, vos courbes n'ont pas, comme je vous dis, la puissance max. Du coup, à la vitesse max. Et là, il va falloir jouer sur le réglage de cam pour ça. C'est pour ça qu'un turbo, normalement, un turbo très bien conçu, voilà, dans le top du top, il va monter et il va quasiment stagner. Voilà, et à la fin, il va redescendre. Ici, on va avoir notre puissance max. Et en fait, notre pression va nous permettre de continuer d'allonger notre puissance. Évidemment, elle va chuter au fur et à mesure parce que vous aurez de moins en moins de temps pour admettre l'air. Voilà, donc en fait le principe du turbo c'est très bien, c'est très simple, c'est de passer de 80% du coup à plus de 120, 130, 150, 160, 200, etc. C'est le principe du turbo. Sur les voitures d'origine, on tape dans le 0,3 bar à 0,5 bar. Dans ce cas-là, ici, on correspond à la cylindrée. Voilà, un 2 litres. Turbo, standard, pas d'aujourd'hui, mais plutôt on va dire d'époque dans les années 90-2000, fournissait 100 chevaux
par litre. À peu près. 110 chevaux, 120 chevaux par litre. Voilà. Parce qu'au final, on venait compenser ces 80% de perte. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand dans votre admission, hop, ici, à votre manomètre de pression turbo, vous avez 1 bar. Ça veut pas dire que vous avez 1 bar dans votre moteur. Ça veut pas dire ça du tout, ça veut dire que vous avez 1 bar d'admission. Alors pour pouvoir améliorer au maximum l'arrivée, il va falloir modifier la taille des soupapes, les conduits, et il va surtout falloir régler ici vos câbles pour pouvoir permettre d'admettre le plus possible d'air. Il va falloir plutôt faire une ouverture prématurée de la soupape et une fermeture plutôt retardée. Ce genre de truc, il va falloir agrandir aussi l'ouverture de la soupape, etc., etc. Voilà. Mais nous, là, ce qui nous intéresse, c'est le turbo. Donc le turbo sert à compenser la dépression moteur et de passer de cette dépression à une pression. Voilà. Parce que l'air est compressible. C'est pour ça qu'on peut se permettre de le faire. Alors, on va voir un petit peu du coup comment marche notre moteur. Alors, notre moteur, ici, de ce côté, on a le collecteur d'admission. Évidemment, suivant les moteurs, le collecteur d'admission peut être de l'autre côté. Ici, on a le collecteur d'échappement. Donc c'est très simple de base. Le moteur, par dépression des pistons en descendant, vient aspirer l'air. Une fois qu'on a explosion, ça sort du coup par le collecteur d'échappement et après ça va vers l'échappement. En turbo, ça va être différent. Ce qui va se passer en turbo, ici, à l'échappement, on va mettre, hop, notre turbo. Voilà. Alors notre turbo, c'est assez particulier. Notre turbo, si vous voulez, vous avez dedans une turbine. Voilà. En échappement. Hop. Et une autre turbine pour la mise en pression de l'air d'admission. Alors, ce qui se passe, c'est que vos gaz arrivent. Ça arrive par là. Ça fait tourner, du coup, votre turbine d'échappement. Hop là. Et après, ça va directement à l'échappement, à l'évacuation. Le fait de faire tourner ici votre turbine d'échappement va faire tourner évidemment aussi votre turbine d'admission. La turbine d'admission, en tournant, elle va créer une dépression ici et elle va créer une pression ici. Voilà. Hop. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère cette pression. Voilà. Et là, avant d'arriver à l'admission, ici, très très important, il faut absolument mettre un échangeur RR. Un intercooleur. Voilà. L'intercooleur va permettre de refroidir les gaz. Alors, des gaz chauds sont moins performants que des gaz froids. Parce que la densité du gaz est plus faible. Du coup, le taux d'oxygène est plus faible. Quand on prend l'air ambiant pour créer des explosions, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est uniquement l'oxygène. Voilà. C'est ce qui permet de faire la combustion. Il nous faut du comburant, du combustible et un point de feu. Le point de feu, c'est l'étincelle. Le comburant, c'est l'oxygène. Et le combustible, c'est soit l'éthanol, soit l'essence, le 98, 95, etc., etc. Il nous faut ces trois éléments-là. Donc ici, on prend l'air qui arrive de l'extérieur, avec les 21% d'oxygène. Ces pourcentages vont varier en fonction de la température. Voilà. Donc plus vos gaz sont frais, mieux ce sera. Alors, faut faire attention, parce que de vouloir faire trop frais, on peut mettre trop de volume. Plus vous avez de volume, ici, quand je parle de volume, je parle de l'intérieur de vos conduits plus votre intercooleur. Plus vous avez de volume, plus votre turbo mettra du temps à mettre en pression. Ce sont des choses assez importantes. Voilà. Plus vous êtes court, moins votre turbo mettra de temps pour tout mettre en pression. Voilà. Du coup, vous allez arriver beaucoup plus vite en pression. Ça, ce sont des choses importantes. Alors du coup, il va falloir jauger entre soit refroidir plus, soit avoir plus vite votre pression. Il va falloir jauger en fonction de ce que vous voulez. Alors, du coup, là, c'est très bien. Là, on arrive, hop, avec notre papillon, on régule. Une fois qu'on est plein ouvert,
on a la pression qui arrive au moteur. Alors, important, votre turbine tournera tant que vous aurez du coup des gaz. Sauf que plus vous envoyez de pression, plus vous avez d'explosion. Plus vous avez d'explosion, plus vous avez de gaz. Plus vous avez de gaz, plus ça tourne vite. Plus ça tourne vite, plus vous avez de pression. Plus vous avez de pression, plus vous avez de gaz, plus ça tourne vite, etc. etc., etc. Le problème, c'est qu'il faut limiter votre turbo. Votre turbo, sinon, il peut s'emballer. Et votre moteur, du coup, peut décéder parce que vous ne régulez pas votre pression. Et il faut absolument réguler la pression en fonction de votre moteur. Évidemment, tous les moteurs ne supportent pas une pression, admettons, de 2 bars. Non, votre moteur décède bien avant, mais votre turbo peut monter très très haut. Et pour limiter du coup votre turbo, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, avant l'arrivée au moteur, sur le collecteur échappement, on va créer un passage. Sur ce passage, on va mettre ce qu'on appelle une wastegate. Alors la wastegate, c'est très simple, hein, le fonctionnement. C'est une soupape, ici, voilà, vous avez votre module. C'est une soupape et cette soupape va permettre du coup de dériver les gaz. Voilà. Et évidemment, les gaz passent par le chemin qui demande le moins d'effort. Donc dès que vous avez votre pression atteinte, ici la soupape va se réguler. Voilà, elle va ouvrir aux descentes pour pouvoir évacuer les gaz par ici. Voilà. Donc les gaz, plutôt que de passer par le turbo, elles vont passer par là. Ce qui va faire qu'on va pouvoir réguler la pression du turbo. Alors, le montage de cet élément, c'est très facile, hein. Vous avez, hop, une tuyauterie. Il peut arriver qu'elle soit directement. Ça, c'est quand on a un ressort taré dedans. Un ressort taré, c'est un ressort qui est déjà conçu pour une certaine pression. Je parle pour cet élément. Un ressort taré, c'est un ressort qui correspond à un certain grammage ou un certain kilo, donc une certaine masse par millimètre. Donc on écrase, admettons, d'1 millimètre, ça représente, admettons, 2 grammes, ou 10 grammes, ou 100 grammes, etc., etc. Grâce à ça, on peut déterminer du coup la pression max. Le problème de ce ressort, c'est qu'il est fixe, donc vous ne pouvez pas réguler clairement votre pression. Donc admettons, votre wastegate est arrêté à 1 bar. Ici, vous aurez votre pression qui montera. Tant que vous n'êtes pas arrivé à 1 bar, ça continuera à monter. Une fois que ça arrive à 1 bar, votre pression va stagner ici à 1 bar. Voilà. Tout le long, ce sera 1 bar. Quoi qu'il arrive, si vous voulez augmenter votre pression ici, il va falloir changer le ressort taré. Alors, pour éviter de faire ça, c'est très simple. Ici, on va utiliser un contrôleur. Voilà. Le contrôleur va vous permettre de choisir une pression. Donc même si vous avez un ressort taré à 1 bar, vous pouvez décider de mettre la pression un peu plus haute. Voilà. Par contre, vous ne pourrez pas la mettre en dessous. Par exemple, si vous demandez 0,5 bar, hop, eh ben c'est mort parce qu'ici votre ressort il est à 1 bar. Donc tant que vous n'avez pas 1 bar, votre soupape ne se lèvera pas. Le mieux quand vous avez un contrôleur et que vous voulez réguler parfaitement, il vous faut un ressort faible avec un bon contrôleur. Voilà. Alors il y a des contrôleurs, il y a directement des électrovannes. Voilà. Plutôt que d'avoir le contrôleur directement, on a une électrovanne, hop, qui est programmée par autre chose, où vous avez directement une molette que vous pouvez régler directement au tableau de bord. Il y a plusieurs façons de faire, voilà. Mais en tout cas, très important, surtout n'oubliez pas qu'il faut absolument réguler votre pression turbo. C'est indispensable à la survie de votre moteur. Ensuite, une chose, suivant les personnes, il y en a, ils vont préférer ou pas de le mettre. On peut installer une vanne de décharge. Voilà. Alors, à quoi sert la vanne de décharge? Votre vanne de décharge, une fois que vous avez accéléré, et que vous relâchez l'accélérateur, ce qui se passe, c'est que vous avez une énorme pression ici, mais ici, vous venez de fermer, puisque vous relâchez l'accélérateur, du coup, vous fermez votre papillon. Donc ici, on est en dépression, mais ici, on passe en surpression. C'est-à-dire qu'on dépasse la pression ici atteinte. Parce que vu qu'on ferme, et ben du coup, il va falloir évacuer ces gaz. Alors, pour évacuer ces gaz, c'est très simple, on utilise du coup, hop,
une vanne de décharge. Cette vanne de décharge, elle est reliée directement à la dépression. Voilà. Donc dès qu'ici, on sent une pression plus faible que dans le tuyau, ici, ça décharge. Quand on est en admission et que le papillon il est ouvert dedans, évidemment, la pression ici correspond à peu près à la pression qu'il y a là-dedans. Voilà, puisque tout est lié. Par contre, quand vous fermez le papillon, on a une différence de pression, et c'est cette différence de pression qui fait ouvrir la vanne et qui fait le tch. Voilà, c'est la vanne de décharge. Alors, en compétition, les vannes de décharge, ils les utilisent pas. Voilà. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'en fait, c'est pour garder le maximum de pression après un changement de rapport. Maintenant, les voitures, elles ont des boîtes séquentielles, des boîtes ultra rapides. Elles ont des boîtes motorisées. Donc là, c'est super rapide. Donc là, ce qui se passe, c'est que plutôt que de décharger et de préserver la durée de vie du turbo, parce que oui, si vous ne déchargez pas, votre turbo subit clairement des torsions énormes entre l'échappement et l'admission. Et on va voir ça tout de suite, je vais vous expliquer. Donc ce qui se passe ici, c'est que dès que vous fermez le papillon, la pression augmente, et la pression s'évacue par les ailettes d'admission. Voilà. Donc plutôt que d'aspirer, comme ça devrait faire, eh ben ça va s'évacuer par là, parce qu'ici on est en surpression par rapport à notre turbo. Et c'est pour ça qu'on entend le... C'est l'air qui s'évacue par les ailettes du turbo. Voilà. Ça c'est une chose très importante. Donc si vous voulez avoir une pression qui reste bien, et une fois que vous avez changé de rapport, vous gardez encore un peu de pression, vous utilisez ce système-là. C'est ce que dans toutes les compétitions, ils utilisent ça. C'est le... Voilà, ça c'est le top. Ça régule, ça garde. Mais par contre, la durée de vie du turbo est limitée. Alors, il y a encore une chose qui se fait, vous avez sûrement déjà entendu pas mal de fois, et qui du coup, vous pose peut-être des questions par rapport à ça. Donc là, je remets ma vanne de décharge. Bon, c'est pas besoin, hein, mais là, je la remets. Voilà. Alors, vous entendez souvent le système anti-lag. Le système anti-lag, c'est très très simple le fonctionnement. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous le réglez sur un certain régime moteur. Et évidemment, il faut que votre moteur n'ait pas de force. Donc en fait, par exemple, vous appuyez sur l'embrayage et vous faites monter votre moteur. Votre moteur, admettons, vous demandez 4000 tours pour votre anti-lag. Donc ça veut dire qu'à 4000 tours, vous avez le papillon à fond ouvert. Sauf que, si vous êtes à fond ouvert, les tours minutes vont vouloir grimper. Pour éviter que les tours minutes grimpent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des coupures d'allumage uniquement. Du coup, on coupe l'allumage, il n'y a plus d'étincelles. Par contre, les gaz de combustion s'échappent dans l'échappement. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, on a des explosions. Voilà. Et les explosions font accélérer la turbine. C'est pour ça que vous avez des grosses explosions de peau quand il y a le système anti-lag. Voilà, et après toutes les flammes partent par l'échappement. Une fois de plus, c'est un truc qui endommage énormément les soupapes parce que les soupapes chauffent. L'explosion se fait, mais elle se fait dans le collecteur, entre le piston et le collecteur. Elle se fait pas dans la chambre en soi. Voilà, et du coup ça entraîne la turbine bien plus vite. Du coup vous chargez votre turbo. C'est le principe, et même si vous êtes à bas régime, au final vous allez charger votre turbo et votre bagnole va partir comme une balle, parce que c'est comme si vous avez déjà votre pression maximale. Voilà à quoi sert le système anti-lag, c'est super important. Voilà, si vous voulez le top du top et que vous aimez la compétition, c'est simple, un système anti-lag et pas de vanne de décharge. Et là, vous avez le top. Alors, il existe aussi des vannes de décharge à régulation. Vous pouvez réguler votre vanne de décharge pour avoir le même phénomène que votre turbo. Mais, voilà, chacun après ses choix. Alors, maintenant, on va parler un peu, du coup, d'un montage biturbo. C'est pas un montage biturbo avec un petit turbo et un gros turbo. On va parler du montage biturbo en double turbo identique pour, du coup, compenser le manque de débit, voilà, parce qu'en fait votre turbo il va pouvoir fournir une pression, ça d'accord, mais il faut qu'il puisse alimenter les cylindres avec la bonne pression, et plus votre turbo il est petit, moins il peut envoyer de débit. La pression peut être égale avec un gros turbo, mais le débit est différent. Voilà, donc ici, voilà comment il va falloir faire. Il va falloir, donc du coup, 2 triples collecteurs. Voilà. Donc ici, 3 cylindres, on est sur un 6 cylindres.
3 cylindres, 3 cylindres, on partage les flux sur 2 turbos. Voilà, donc déjà il va falloir 2 turbos. Déjà ça commence à être lourd. En plus de ça, il va vous falloir 2 wastegates. 2 wastegates identiques. Pour un seul contrôleur. Donc en fait, si vous voulez, hop. Voilà, c'est directement relié. Donc les deux sont reliés directement au contrôleur. Et ici, à la pression. Alors, ensuite, il vous faut 2 admissions indépendantes. Très important. Le problème, c'est qu'ici, on est entouré de chaleur, entre parenthèses, sur ce turbo-là. Sur celui-là, ça va encore, mais celui-là, on est entouré de chaleur. Du coup, on a des différences de chaleur, d'admission. Bon, après, on peut faire tout plein de conduits pour qu'on ait l'air le plus frais possible. Ensuite, là, il y a 2 façons de voir les choses. Soit, à la fin des 2 turbos, on met l'intercooleur. Voilà, le refroidissement turbo. Soit, on met un intercooleur par turbo. Voilà. Et après, on n'aura besoin que d'une évacuation si on veut, du coup, empêcher l'air qui s'échappe par les turbos. Voilà. Donc, une vanne de décharge. Voilà un peu comment on fait si on voulait du biturbo. Voilà. Alors, avantage du biturbo, c'est qu'en fait, ça nous évite d'avoir un turbo. Alors, hop. L'avantage, c'est que ça nous évite d'avoir un turbo comme ça. Voilà. Et on aurait plutôt 2 turbos comme ça. Pour la place, c'est beaucoup mieux. Ça passe beaucoup plus facile sous le capot. Les 2 turbos que les normes turbos. La plupart du temps, les normes turbos, quand on commence à taper dans des énormes puissances, ça dépasse du capot. Ça, c'est le gros avantage du coup du biturbo comme ça. Gros désavantage, extrêmement lourd, des doubles conduits, des doubles échappements, 2 wastegates, un contrôleur, bon ça change pas. Un gros intercooleur qui va être bien sûr bien plus gros. Donc la somme des surfaces des 2 diamètres de chaque turbo doit correspondre au diamètre de l'admission principale. Donc il va falloir créer complètement un chemin, etc. etc. Ça va être plus compliqué. Enfin, ça va être plus compliqué. Ça va être plus, on va dire, chiant. Parce qu'il va falloir passer tous les éléments, surtout du même côté. Parce que là, en fait, on double le nombre d'éléments. Celui-là, il est plus gros, mais il est uniquement plus gros en un seul point. Là, ici, en fait, on est plus large. Donc là, on prend plus de place. En plus, il nous faut les conduits. Il faut le refroidissement. Il faut un double refroidissement. Bon, évidemment, si on prend 2 intercooleurs plus petits qui sont égaux à un seul, voilà. C'est pas mal. Mais, voilà. Alors, au début, je pensais qu'avec un simple turbo... Enfin, si, avec un simple gros turbo, en fait, si vous voulez... Hop, vous avez votre courbe de puissance. Elle va partir très tard. Voilà, elle va partir très haut par contre. Avec le biturbo, si vous prenez des turbos qui correspondent parfaitement à la pression max que vous voulez ici, qui compensent le débit de la demande, en fait vous allez partir un peu plus tôt. Voilà. Mais très légèrement. Et encore, ça va dépendre des masses en mouvement interne et surtout de la qualité des ailettes. Parce qu'au final, vous avez différentes ailettes. Alors, niveau choix turbo... Si vous voulez vraiment de la performance et que vous voulez avoir le turbo le plus petit possible, il faut absolument prendre un turbo à roulement à billes céramique. Roulement à billes céramique et à double ailette. Double ailette, plus 10% de flux ou plus 20% de flux. Ça se voit régulièrement maintenant. En fait, on travaille complètement l'intérieur des ailettes. Voilà. Et en fait, ça favorise l'admission. C'est très important. Donc, important, roulement à billes céramique. Il y a aussi des roulements à billes standards où il y a par palier. Alors par palier, comment ça marche? Hop. C'est très simple. Vous avez la turbine échappement, la turbine admission. Et en fait, ici, plutôt que d'avoir des roulements, voilà. Hop. Ici, vous avez une pression d'huile qui arrive dedans. Voilà, c'est un peu comme les coussinets de bielle. Les coussinets de bielle, le métal des coussinets ne touchera jamais le vilebrequin. Parce qu'au final, dedans, on a un filet d'huile. Voilà. Donc ça, ce qui fait que il vous faut absolument une pression, du coup, pour
que vos ailettes tournent parfaitement bien, pour que votre turbo tourne parfaitement bien. Gros souci, c'est qu'au démarrage, et suivant la température de l'huile, le turbo va plus ou moins tourner bien. Voilà. Alors que si vous avez directement, hop là, déroulement à billes céramique, voilà, hop, vos billes, comme ça, à double palier, en général, ce sont des doubles. Double roulement, hop, ici, l'huile va venir lubrifier les roulements, mais vos roulements tournent même sans huile. Voilà, donc vous pouvez avoir des pertes d'huile, mais ça n'abîmera pas forcément votre turbo. Vous pouvez vous le permettre, pas non plus éternellement, mais en fait l'huile va juste venir couler dedans pour venir lubrifier comme ceci. Et après elle redescend bas moteur. Voilà, moi c'est ce que je prends pour la turbo, c'est ce que j'ai. Et ça monte plutôt vite. Et quand vous coupez votre moteur, vous vous rendrez compte que la turbine tourne encore plusieurs secondes après l'arrêt du moteur, même si votre moteur est au ralenti. Même au ralenti, les gros turbos tournent parce que les roulements à billes céramiques, c'est ce qui provoque le moins de pertes par frottement. Pour vous faire une idée, ils ont créé une toupie. Une toupie, plutôt que d'avoir une pointe standard, ils ont mis une bille céramique. Donc voilà, une bille standard, hein, une toupie standard que vous tournez à la main. Voilà, avec une bille céramique. Plus votre surface est dure, moins elle crée de frottement. Vous la faites tourner sur une surface extrêmement lisse, extrêmement dure comme du verre. La toupie, elle dure entre 16 et 20 minutes. On la lance à la main, elle dure entre 16 et 20 minutes. Parce que la bille céramique provoque pas beaucoup de frottement. Vu qu'elle est extrêmement dure, le point de frottement est extrêmement faible. C'est peut-être même juste une pointe d'aiguille au final, le point de mouvement. Voilà. Mais en fait, c'est tellement dur que, du coup, en fait, comme je vous dis, les frottements sont atténués. En plus de ça, bon, la toupie, elle est usinée réellement au gramme près. Elle est, du coup, comment dire, elle est équilibrée dynamiquement, comme les turbos sont équilibrés dynamiquement, pareil. Et du coup, ce qui peut lui permettre d'obtenir des temps hyper incroyables. Hein. 16 ou 20 minutes, c'est énormissime. Peut-être qu'ils font mieux maintenant, mais en tout cas, voilà. Du coup, les roulements à billes céramiques sont les meilleurs roulements qui existent. Chose importante, un turbo gros n'est pas forcément un turbo qui fournit beaucoup. Voilà, il y a des turbos énormes, mais par contre il va falloir avoir une cylindrée minimale. Par exemple, les turbos qui vont fournir 6 à 800 chevaux, suivant où vous allez les chercher, il va falloir par exemple avoir un minimum de 4 litres de cylindrée. En dessous de 4 litres de cylindrée, ce turbo ne pourra pas tourner parce que les gaz seront trop faibles. Il faut se fier un peu du coup à ce qu'on vous dit lors de l'achat. Les turbos, il faut regarder un petit peu. C'est pas parce que votre turbo est gros qu'il fournira plus de puissance. Il faut absolument regarder du coup les caractéristiques. Évidemment, selon la technologie, comme je vous ai dit tout à l'heure, roulement à billes céramique ou palier, la différence va être énorme. Hein. Vous pouvez avoir un turbo qui fournit 600 chevaux. Par contre, il faut avoir au moins un 4 litres. Il y a des turbos qui fournissent 600 chevaux qui sont un tout petit peu plus petits. Un 2 litres suffira. Pourtant, on fournit la même puissance. Et parce qu'au final, c'est de meilleure qualité. Donc ça, évidemment, si on veut arriver à 1000 ou 1200 chevaux avec un 3 litres, il va falloir absolument se fier à la qualité du turbo. C'est indispensable. Voilà, alors ça, c'est très indispensable. Quand on atteint des puissances telles que ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous faudra un circuit d'eau. C'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Plus on est puissant par rapport à une cylindrée, plus ça va chauffer énormément. Donc là, il va falloir... Voilà, et plus ça va tourner vite. Hein. Un turbo, ça tourne extrêmement vite. Hein. Dans les 100 000, 200 000 tours minute. Ça dépend évidemment des turbos. Plus votre turbo il est gros, moins il va avoir tendance à tourner vite. Parce qu'il y a des limites en fonction des bouts d'ailettes. Il va pas falloir dépasser une certaine vitesse, sinon on a des autodestructions. Voilà. Alors, conduit d'eau, pardon, et conduit d'huile. Très important quand vous montez un turbo, ici, il faut calibrer l'arrivée de pression d'huile. Voilà, donc vous avez un adaptateur. Le mieux, c'est d'acheter l'adaptateur avec le turbo. Vous avez un certain millimétrage ici à respecter. En fait, on vient réduire du coup l'arrivée d'huile pour respecter la pression demandée. Voilà, c'est un restricteur.
Ça, c'est indispensable lors du montage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la descente d'huile est toujours perpendiculaire au sol pour que l'écoulement se fasse le mieux possible. Si vous avez une pression qui se met vers le haut et que votre descente est vers le... Si vous avez votre pression qui arrive vers le bas et que votre descente arrive vers le haut, vous allez avoir des soucis. Vous allez gaver votre turbo, etc. Vous pouvez avoir des problèmes et vous pouvez avoir de l'huile qui part dans l'échappement, de l'huile qui part dans l'admission. Voilà, ça c'est très important, donc il faut absolument le mettre perpendiculaire au sol. Le plus important, c'est que ce conduit doit directement arriver dans l'huile. Donc le mieux, c'est soit de percer le carter pour que ça aille directement dans l'huile, soit de trouver un endroit bas moteur qui n'empêche pas l'écoulement de ce liquide, du liquide de lubrification. Voilà, ça c'est très important lors du montage, c'est le plus important. L'huile absolument vers le bas pour l'évacuation. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper, l'arrivée est toujours plus petite que la sortie. Parce qu'on a une demande en arrivée et en sortie, on a juste une coulée. Donc la coulée, plus votre diamètre il est gros, plus ce sera simple. Après le diamètre, de toute façon, voilà, il est conçu par rapport au turbo. Donc c'est pour ça qu'il vous faut absolument le bon restricteur de pression. Voilà, de débit. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tout ça vous intéresse et que vous aimeriez bien aussi savoir comment fonctionnent toutes les pièces d'un moteur, comment faire des grosses préparations, savoir quelles pièces utiliser, etc. etc. Rendez-vous sur Matt Forge Motor.